Bonjour Monsieur René Daval, vous avez accepté de répondre à quelques questions concernant le livre que vous avez publié sur Austin chez Ellipse, publié en 2000 dans la collection Philo-Philosophe, dirigée par Jean-Pierre Zarader. C'est une collection très connue des étudiants en philosophie car il s'agit d'ouvrages assez brefs, rédigés par des professeurs d'université, consacrés aux grands philosophes. Chacun d'entre eux s'attache à expliquer les concepts fondamentaux et les questions auxquelles tel ou tel philosophe s'est attaché à répondre dans son œuvre. Nous sommes le 25 octobre 2023, c'est donc le troisième entretien que vous m'accordez. Le précédent a été consacré à votre livre sur Kierkegaard et les stades de l'existence, publié chez Sapientia Hominis. Et le tout premier s'était articulé autour de l'œuvre hommage qui vous a été consacrée en 2019 à l'occasion de votre départ à la retraite. Il y avait été question notamment de votre parcours universitaire, d'abord en tant qu'étudiant, puis en tant que professeur, métier qui pour vous est bien plutôt une vocation. Aujourd'hui, c'est donc de John Longshore Austin qu'il est question, philosophe anglais né en 1911 à Lancaster et mort en 1960. Vous ouvrez votre livre en expliquant, et je vous cite, qu'il est l'un des plus célèbres représentants de ce qu'il est convenu d'appeler la philosophie analytique, même si l'expression ne lui paraissait pas rendre tout à fait compte de sa démarche. C'est d'ailleurs ce qu'il souligne lui-même dans l'œuvre qui a justement pour titre Philosophie analytique. Monsieur Daval, je vous propose de rentrer maintenant dans le vif du sujet. Comme vous êtes notamment un spécialiste de Moore, pouvez-vous nous expliquer en quoi nous pouvons rapprocher Moore d'Austin et en quoi ils sont éloignés? Oui, je peux essayer de faire cela. Chose curieuse, il est assez rare que des philosophes et des penseurs aient rapproché Austin et Moore, alors qu'ils sont tous les deux des figures éminentes de ce qu'on peut appeler la philosophie du langage ordinaire. En effet, Moore part de l'anglais tel qu'on le parle et essaie d'en tirer des conséquences philosophiques, et c'est aussi le projet que fait Austin lorsqu'il s'interroge sur certains énoncés que l'anglais accepte et de voir les conséquences morales et philosophiques qui peuvent en découler. Donc il y a des rapprochements étroits à faire entre Moore et Austin, et d'ailleurs Austin était un grand admirateur de Moore, qui, disait-il, était l'un des plus grands philosophes qui existaient dans son temps. En ce qui concerne donc Austin, il refuse toute allusion et toute utilisation du langage symbolique, de la logique symbolique par exemple, contrairement à Russell ou à Frege, et il se réfère uniquement à l'anglais tel qu'on le parle couramment dans l'ensemble des institutions où l'anglais est parlé. Là, vous parlez de Frege et de Russell. En quoi Austin diffère de Frege et de Russell? Il y en est de la même chose pour Moore sur cette différence. Oui, parce que Moore n'était pas logicien et connaissait peu la logique en fait, même si c'était un grand travailleur et qu'il essayait de réfléchir à tout ce qui se faisait en philosophie de son temps, mais il ne s'intéressait pas spécialement à la logique symbolique et il n'essayait pas, contrairement à Russell, de retranscrire en langage symbolique les énoncés du langage ordinaire. Il pensait au contraire qu'il fallait s'intéresser au langage ordinaire et voir les conséquences qu'on pouvait en tirer du point de vue moral, par exemple, surtout du point de vue moral d'ailleurs, et puis juridique aussi. Donc finalement, enfin, le but est le même et le point de départ est le même. Oui, il va plus loin Austin que Moore. En quoi? Il est plus jeune que lui. Ce que vous dites est très juste, encore qu'à mon avis, Austin ne va pas plus loin que Moore, simplement l'un et l'autre se méfient du positivisme logique qui sévissait à l'époque dans la plupart des universités de langue anglaise, avec des gens comme Rudolf Carnap, par exemple, ou avec aussi Bertrand Russell, et effectivement, antérieurement à ces deux auteurs, le grand logicien allemand Frege. Donc, Moore ne va pas moins loin que Austin, simplement, il s'interroge sur les conséquences morales, encore une fois, et juridiques qu'on peut
analysé à partir d'une recherche sur les énoncés du langage anglais ordinaire. Non pas le langage de n'importe quel anglais, mais de l'anglais cultivé, bien sûr, et en particulier, il s'interroge sur les expressions proverbiales ou non de l'anglais et ce qu'on peut en tirer comme conséquence pour l'analyse de concepts tels que doit, devoir, promesse, mariage, pour ne citer que trois exemples célèbres de certains de ces articles. Moore avait commencé à peu près de la même façon, sinon que il a été moins systématique qu'Austin en essayant d'analyser systématiquement toutes les expressions de l'anglais. Même si d'ailleurs un étudiant qui avait assisté au cours de Moore et qui venait, je crois, me rappeler de Chine, avait dit je suis venu en Angleterre pour entendre parler de philosophie. Et en fait, avec le professeur Moore, j'ai surtout entendu parler d'anglais. Merci, Monsieur Daval, d'avoir éclairé ce point. Austin, dans son plaidoyer pour les excuses, dit que le langage ordinaire est le premier mot du philosophe. Pour autant, il pense qu'il n'est pas le dernier. Monsieur Daval, pouvez-vous nous expliquer ce qu'il entend par là? C'est le premier mot du philosophe pour Austin, puisque, après tout, nous communiquons avec autrui à partir du langage et du langage parlé, pas à partir du langage technique que les logiciens du cercle de Vienne revendiquent, mais à partir d'expressions telles que je te promets d'accomplir tel ou tel acte, ou je te prends pour époux ou pour épouse, et des énoncés aussi fréquents que cela. Mais ce n'est pas le dernier en quoi? Ce n'est pas le dernier en ce que, pour pas plus que Austin, n'ont prétendu qu'il y avait une vérité dans la langue que nous parlons, mais simplement qu'elle disait cette langue plus qu'on croit, plus qu'on le croit. Et en particulier, elle affirme des choses sur la bonté, sur la vérité et sur des concepts philosophiques de ce type que on ne croirait pas au premier abord trouver dans le langage ordinaire. Merci, Monsieur Daval. Page 9, vous écrivez Austin est proche de la conception du Wittgenstein des investigations philosophiques, qui voit dans la philosophie une thérapie qui doit délivrer l'esprit des pièges du langage. Wittgenstein conçoit le philosophe comme celui qui a d'abord pour rôle de guérir la pensée du désordre. Le philosophe n'a donc pas à proposer de doctrine, mais doit appliquer une technique. Comme dit le paragraphe 309 des investigations philosophiques, quel est ton but en philosophie? Montrer à la mouche l'issue par où s'échapper de la bouteille à mouche. Monsieur Daval, pouvez-vous nous expliquer, s'il vous plaît, en quoi leurs méthodes sont différentes entre Wittgenstein et Austin, ou pour reprendre le terme de Wittgenstein, leur technique? C'est une excellente question à laquelle il n'est pas très facile de répondre d'ailleurs, mais ce que je peux vous dire, c'est que l'un comme l'autre ne veulent pas faire de la philosophie une discipline scientifique qui invente un certain nombre de notions sur des sujets importants tels que l'histoire de la philosophie nous les a donnés. En fait, il s'agit d'abord et avant tout de réfléchir sur ce que nous véhiculons dans la langue que nous parlons avec autrui et dans des circonstances particulièrement de la vie de tous les jours, telles que le mariage par exemple, ou la promesse. Si on dit à nos amis, je te promets que je vais faire telle ou telle chose, eh bien, la notion de promesse est une notion qui est philosophique aux yeux d'Austin et qui n'est pas simplement du langage usuel. Sur ce point d'ailleurs, encore une fois, il y a des liens avec la réflexion de Georges-Édouard Moore, qui pense la même chose qu'Austin. Et il s'agit donc de donner une résonance philosophique à des notions telles que bonté, vérité, pensée authentique, réflexion qui se veut authentique et qui se veut de bonne foi, comme lorsque on décide de se marier, on dit à l'épouse ou à l'époux, je te prends pour époux ou pour épouse, et si on est de bonne foi, on le fait vraiment, alors que si on est de mauvaise foi, évidemment, ça aboutit à des échecs graves et ça conduit à des conflits comme la société humaine en connaît tellement.
Alors finalement, le but est assez similaire, Austin et Wittgenstein, mais alors la différence, elle ne serait-elle pas plutôt dans la forme de leur pensée? C'est-à-dire que Wittgenstein, par exemple, on sait il écrit sous forme de remarques, alors bien sûr de manière plus flagrante à partir de ce qu'on appelle sa seconde philosophie, comme vous l'avez expliqué dans le cours qui est d'ailleurs en ligne sur votre chaîne. Est-ce que c'est par rapport à la forme de l'écriture, Wittgenstein utilise des remarques qui sont numérotées? Dans le Tractatus aussi, d'ailleurs, c'est une question de numérotation différente, plus complexe. Oui, vous avez tout à fait raison. Ce qui est essentiel pour l'un comme pour l'autre des deux philosophes, c'est de ne pas construire des théories, contrairement aux scientifiques et à la science en général, qui s'attachent à construire des théories. La philosophie, dit Wittgenstein, n'a pas à construire de théorie, contrairement à la science. Elle a à s'interroger sur l'action, finalement, sur ce que fait l'homme, dans quelles circonstances il le fait et pourquoi il le fait. Et c'est aussi ce que pensait Moore, qui ne croyait pas du tout aux croyances philosophiques traditionnelles. Donc, plutôt que d'écrire un traité sur la bonté, par exemple, Moore comme Austin vont réfléchir sur l'emploi du terme bon dans différents énoncés où on l'utilise dans la langue ordinaire. Je tiens à ajouter peut-être que chez Wittgenstein, la forme de la remarque, par exemple chez Nietzsche, c'est plus connu, l'aphorisme, c'est peut-être aussi un moyen de contourner le système en contournant une certaine chronologie. Par exemple, chez Kant, dans la critique de la raison pure, on identifie dès le départ la question que peut-on connaître, et puis ensuite, il va développer un certain vocabulaire, avec des néologismes notamment, donc son propre vocabulaire, et faire une démonstration pour arriver à une réponse. Donc on a une sorte de progression, alors que chez Wittgenstein, dans les remarques, alors bien sûr, on peut prendre des remarques qui sont sur le même thème, mais j'ai l'impression que le fait que ce soit sous forme de remarques, il y a une façon d'abolir la chronologie et donc d'une certaine façon essayer d'éviter le système aussi par la forme. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Oui, vous avez tout à fait raison. Et effectivement, il y a une pensée antisystématique chez Wittgenstein, et même si c'est moins apparent chez Moore, et d'ailleurs chez Austin. C'est aussi ce qui les sépare de la pensée scientifique, mais surtout de la manière dont la pensée scientifique a influencé la philosophie par l'intermédiaire du positivisme logique de Carnap, de Russell, et antérieurement à eux deux, à certains égards, de Frege, qui pensait au contraire que la philosophie devait s'attacher à la logique et essayer de définir un certain nombre de concepts à partir de la logique. Merci, Monsieur Daval. Je vais citer encore un passage de votre livre, page 10. Austin, comme Descartes ou Husserl, est en quête d'un point de départ solide pour la philosophie, de données acceptables par tous, mais à la différence de ces deux philosophes, il ne les cherche pas dans une certitude intellectuelle ou dans une expérience mentale, mais dans l'analyse du langage de tous les jours, car il est l'expression d'une expérience partagée et l'instrument de la communication entre les esprits. Plus tard, page 11, vous soulignez que son projet est marqué par le nominalisme, le fameux rasoir d'Occam, qui consiste à ne pas multiplier les entités sans nécessité, mais qu'il n'est pas frappé au sceau du positivisme logique, et ce, même s'il croit davantage à la science qu'à la philosophie. Et vous nous faites part de son hostilité à l'encontre de la phénoménologie, de l'existentialisme et du marxisme. Nous avons par ailleurs plutôt évoqué en quoi sa démarche se rapproche de celle de Moore et elle s'éloigne par ailleurs, et vous l'avez déjà dit, mais je vais peut-être rajouter quelques noms d'autres philosophes et scientifiques. Il y a d'autres personnes dont il s'éloigne, dont il ne cautionne pas ou plus une fois qu'il avancera dans ce travail. Il y a ailleurs Price, Warnock, Weissmann, donc Carnap, vous l'aviez déjà cité, peut-être Schlick aussi. Certains font partie des courants philosophiques que je viens d'évoquer et que vous avez donc aussi, vous, évoqué précédemment. J'en viens donc à ma question, Monsieur Daval. Pensez-vous qu'Austin est finalement un philosophe inclassable? D'une certaine façon, on peut dire que oui, et d'ailleurs c'est si vrai que beaucoup de lecteurs ont fait d'Austin plus un linguiste qu'un philosophe. Bon, ce que celui-ci n'acceptait pas d'ailleurs à son propos, car il estimait que son propos était par essence philosophique, justement. Mais bon, il est inclassable dans la mesure
où sa technique paraît simple, c'est d'ailleurs faux, mais bon, c'est l'impression qu'on a en le lisant, et d'autre part, il n'y a pas de connaissances spécifiques à avoir pour pouvoir le lire et le comprendre, contrairement par exemple à ce qui est nécessaire pour bien comprendre Bertrand Russell. Donc chez Austin, il y a une difficulté à le classer dans la mesure où il s'interroge, contrairement à la plupart des philosophes, sur le langage que tout le monde parle et sur les conséquences de l'acceptation de ce langage pour le juriste ou pour le moraliste. De ce point de vue, donc, il a un sens et un rôle dans les deux disciplines qui sont des disciplines authentiquement philosophiques. Merci, Monsieur Daval. Quand Austin parle du langage ordinaire, qui est finalement celui de tous, et donc aussi en partie celui des philosophes, il parle du langage de l'homme de la rue. Cette expression, l'homme de la rue, semble rendre Austin, mais ce n'est peut-être là que ma réaction, peu sympathique. Elle fait penser à toutes ces expressions du genre une personne lambda ou le commun des mortels, ou plus récemment ceux qui ne sont rien, ou un peu plus loin la France d'en bas. Austin est anglais, mais bon. Monsieur Daval, pouvez-vous défendre ici Austin, endosser le rôle de son avocat? Ben, je vais essayer de le faire parce que Austin est un homme qui certes n'avait pas la langue dans sa poche, mais qui est en même temps quelqu'un d'extrêmement bienveillant et d'attentif à autrui, comme on le voit quand il a aidé certains de ses étudiants en finançant le séjour linguistique d'un d'entre eux, séjour que celui-ci avait justement vécu chez Austin dans sa propre famille. Et d'autre part, il n'y a rien d'insolent chez Austin, ni de méprisant vis-à-vis de qui que ce soit d'un camionneur, que ce soit, comme il le dit, d'un homme de la rue. Simplement, c'est quelqu'un qui croit beaucoup à l'éducation et au fait de parler correctement sa propre langue. Et de ce point de vue, il était très attentif à ce que l'on parle couramment et d'une façon correcte l'anglais. Merci, Monsieur Daval. Je crois qu'Austin n'aurait pas été condamné. Page 23, vous écrivez, pour résumer la pensée d'Austin, il a été question de perception dans les pages qui ont précédé, que, je vous cite, la formulation des critères généraux est une maladie des philosophes. Ne pensez-vous pas, Monsieur Daval, que c'est finalement devenu aujourd'hui aussi celle de l'homme de la rue? On ne prête en effet plus attention à la variété des situations possibles, même au sein d'un contexte qui semble balisé. Il y a ici une trace de nominalisme chez Austin, d'un nominalisme qui est peut-être moins directement exigeant que ne peut l'être le nominalisme de Guillaume d'Occam, par exemple, au Moyen Âge. Mais il s'agit effectivement pour Austin de définir des généralités telles que bonté, telles que sagesse, telles que vérité, mais à chaque fois, il s'attache à montrer que ces généralités sont en fait des façons de penser des réalités uniques et individuelles que la langue essaie d'exprimer. Donc il s'agit plus d'individus que d'idées générales. Oui, parce que moi, le sentiment que j'avais dans le contexte actuel, dans la société actuelle, c'est que quand on utilise certains concepts ou certaines étiquettes, plutôt, on a des sortes de caricatures qui viennent se mettre derrière, alors que je parle par exemple de l'autisme, on va avoir cette idée de l'autiste Asperger ou de l'autisme profond, alors qu'il y a de nombreuses autres formes d'autisme. Aujourd'hui, finalement, quand on parle, on utilise un mot, mais on prête peut-être même dans le langage ordinaire et dans une conversation entre guillemets normale et tout à fait anecdotique presque, on prend peut-être plus assez attention au contexte, comme on se réfugie derrière des mots-clés qu'on n'interroge plus non plus dans le langage ordinaire, j'ai l'impression. Mais c'est peut-être que mon impression. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, vous avez raison, et c'est d'ailleurs pour ça que dans mon livre, je me réfère plusieurs fois à l'œuvre de l'antipsychiatre d'origine anglaise, ou hongroise d'abord et anglaise ensuite, Thomas Szasz, qui a influencé à certains égards Austin, même si je ne sais pas officiellement si Austin l'avait lu. Mais l'œuvre de Szasz était très connue en Angleterre à l'époque,
et c'est lui qui avait écrit entre autres que la maladie mentale n'existait pas. Mais pour Austin, effectivement, les généralités peuvent nous entraîner parfois à l'erreur, alors qu'il faut être au contraire attentif à l'aspect individuel de chaque réalité. Par exemple, il dit, le philosophe n'a pas à réfléchir sur la bonté en tant que telle, mais doit se dire que le mot bon s'utilise en différents sens différents les uns des autres. Merci, monsieur Laval. Nous avons évoqué plus tôt le fait qu'Austin soit inclassable et dans notre premier entretien, désormais en ligne sur votre chaîne YouTube Homphilo, Homphilo, nous avions souligné que Wittgenstein ne voulait pas faire école. Je voudrais lire un passage de votre livre, page 26. Il s'agit d'une intervention faite par Wittgenstein au Moral Science de Cambridge, qu'on trouve dans l'excellent livre de Raymond, Le devoir de génie. À une époque, je disais que pour comprendre comment une phrase est utilisée, c'est une bonne idée de se poser la question: comment ferais-je pour vérifier une telle assertion? Mais ce n'est qu'un moyen parmi d'autres pour comprendre l'utilisation d'un mot ou d'une phrase. Par exemple, une autre question qu'il est souvent très utile de se poser est: comment ce mot est-il appris? Comment s'y prendrait-on pour apprendre à un enfant comment utiliser ce mot? Mais certaines personnes ont fait un dogme de cette suggestion sur la vérification, comme si j'avais voulu proposer une théorie de la signification. Et vous ajoutez suite à cet extrait, Austin comme Wittgenstein, dans le texte prononcé au Moral Science Club de Cambridge, pense qu'une phrase n'a pas de méthode de vérification, mais qu'il faut, pour la comprendre, l'étudier dans différents contextes langagiers, en évitant les généralisations hâtives. Monsieur Daval, croyez-vous que l'originalité d'Austin, comme celle de Wittgenstein, tient au fait qu'il considère que la philosophie s'occupe d'appliquer une méthode, ou tout du moins d'être à la recherche de la bonne méthode, plutôt que d'habiter la philosophie de manière classique en étant dans l'élaboration de théories? Mais vous y avez déjà répondu précédemment. Mais cher Liane, vous avez tout à fait raison une fois de plus. Il se trouve que pour Austin, encore une fois, on sait plus ce que c'est que, par exemple, le mot bon ou ce qu'il signifie plus exactement que en faisant une réflexion de philosophe sur la bonté en général. Et sur ce point, il se rapproche de Wittgenstein, effectivement, qui pensait la même chose. Mais chez Austin, il y a l'idée qu'il faut se méfier vraiment des généralités parce qu'elles peuvent nous entraîner à éviter des vraies questions philosophiques, des questions que le philosophe ne se pose pas toujours mais qu'il devrait toujours se poser, telles que qu'est-ce que ça signifie que d'être fidèle à soi-même ou fidèle à autrui quand on veut rendre service à un ami, ou que signifie faire un pari. Autre exemple que prend Austin fréquemment dans ses essais. Merci, monsieur Laval. Ce qui est en tension pour Wittgenstein comme pour Austin, n'est-il pas l'utilisation des outils donc que la philosophie traditionnelle utilise, ce vocable, jargon qu'on n'interroge plus? Austin, et vous le soulignez, page 27, dit par exemple que ce sont les notions de vague et de précis elles-mêmes qu'il faudrait interroger, qu'il n'y a pas qu'une façon d'être vague ou qu'une seule façon d'être précis. Autrement dit, monsieur Daval, mais vous y avez déjà répondu encore une fois, y aurait-il problème en amont de ce que le philosophe de la tradition considère comme problème? Oui, tout à fait. Et c'est vrai que les exemples que vous avez pris à la suite d'Austin sont excellents parce que pour lui, une question telle que qu'est-ce que ça veut dire être précis ou qu'est-ce que ça veut dire faire un énoncé vague sont des questions essentielles pour le philosophe et que celui-ci souvent, à tort, hésite à poser. Or, vague et précis sont des notions qui ont à voir évidemment avec la vérité, mais il s'agit d'analyser le rapport entre ces trois notions, d'abord et avant tout pour le philosophe. Merci, monsieur Daval. Austin est surtout connu pour sa théorie des performatifs, qu'on retrouve dans des conférences qu'il a prononcées à Harvard en 1955 et qui ont été publiées après sa mort sous le titre Qu'en dire, c'est faire. Le titre original était How to do things with words, qu'on peut traduire par comment faire des choses avec des mots. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, expliquer à nos auditeurs ce qu'est un énoncé performatif et en donner peut-être un ou deux exemples?
En fait, vous l'avez déjà fait, mais peut-être pour résumer, puisqu'on n'a pas encore utilisé cette expression qui est toujours rattachée à Austin dès qu'on y fait allusion. Donc, qu'est-ce qu'un énoncé performatif? Oui, eh ben écoutez, to perform en anglais signifie accomplir. Donc un énoncé performatif, c'est un énoncé qui accomplit quelque chose, qui ne décrit pas une réalité du monde, tel que par exemple ce cahier sur lequel je suis en train d'écrire est de couleur verte, mais quelque chose comme je me marie, se marier n'étant pas ici une façon de décrire un acte qu'on accomplit, mais étant l'acte en lui-même. Même chose pour parier, par exemple. Je te parie 5 pence que je vais faire telle ou telle chose. Le pari est un performatif, c'est-à-dire que c'est un acte qui engage quelque chose. Et la notion de performatif renvoie à la notion d'engagement, qui est une notion essentielle pour la philosophie éthique. Merci, Monsieur Daval. Je repense aussi à un exemple lointain. Il donnait aussi cet exemple, il me semble, de baptiser un bateau. Donc, on casse une bouteille sur la coque du bateau en donnant le nom. Je baptise et en faisant ce geste de casser la bouteille sur le bateau. C'est bien chez Austin qu'il y avait cet exemple. Oui, tout à fait. Il donne cet exemple parmi les principaux performatifs qu'il analyse. Vous avez tout à fait raison. Casser une bouteille sur la coque d'un navire, c'est un acte en fait, et on ne décrit pas ce qu'on est en train de faire quand on dit je te baptise le Queen Elizabeth, mais on baptise effectivement le bateau en lui donnant un nom, c'est-à-dire aussi un être finalement. Merci, Monsieur Daval. Il y aurait encore ici beaucoup à dire, de questions à vous poser, notamment sur la différence entre acte locutoire et illocutoire, et ce qu'Austin entend par acte perlocutoire, ce qu'il appelle fem et rem, et nous perdrions sans doute la plupart de nos auditeurs. Pour les plus férus de philosophie, j'invite à lire votre livre, qui se termine sur l'analyse de quelques textes courts mais majeurs de son œuvre. Monsieur Daval, je voudrais ici vous poser une dernière question pour clore cet entretien. Elle ne concerne pas Austin, elle porte bien plutôt sur la façon de transmettre la philosophie d'une part et apprendre à la pratiquer, entre guillemets, d'autre part. Lors des partiels, ou pour dire les choses plus simplement, les examens que les étudiants en philosophie ou en sciences humaines ont à passer en fin de semestre, on leur propose deux exercices, celui du commentaire de texte et celui de la dissertation. J'aurais envie de dire ici qu'on leur impose l'exercice de la dissertation. Que pensez-vous, Monsieur Daval, de l'exercice de la dissertation en philosophie, auquel notamment tout lycéen en terminale doit s'attaquer dès le premier trimestre, en n'ayant eu que quelques heures de cours pour découvrir cette matière? Est-ce que cet exercice ne forme pas l'élève ou l'étudiant, comme j'avoue le penser, qu'à tomber dans les pièges dans lesquels sont tombés la plupart des philosophes, ces pièges justement qu'ont dénoncés Wittgenstein et Austin? Vous avez tout à fait raison sur ce point, même si en ce qui me concerne, j'estime que la dissertation est un excellent exercice du point de vue de la formation de la philosophie, puisque ça nous oblige à être précis, justement, pour parler comme Austin, à éviter le vague et à essayer aussi de connaître suffisamment l'histoire de la philosophie. Donc je pense que la dissertation est un excellent exercice, même s'il ne faut pas en abuser, et même s'il ne faut pas avoir une espèce de fascination pour la philosophie, puisqu'on peut aussi faire de la philosophie, par exemple, en commentant un texte ou en réfléchissant sur une réalité telle que, par exemple, le Paris. Merci beaucoup, Monsieur Daval, pour le temps que vous m'avez consacré, que vous nous avez consacré. Nous nous retrouverons bientôt, je l'espère, pour un autre entretien qui sera consacré à votre livre sur Samuel Alexander, philosophe britannique d'origine australienne, auteur notamment de Space, Time and Deity. À la prochaine fois, Monsieur Daval. À la prochaine fois, Gilliane, et je vous remercie beaucoup pour la pertinence de vos questions. Merci.